Coincée entre Israël et la Jordanie, la vallée du Jourdain. Un territoire occupé par Israël dont l'aridité n'est qu'apparente. Ici, sous le sol, la plus grande réserve d'eau souterraine de la région. Une eau qui se trouve au cœur du conflit entre colons israéliens et Palestiniens autochtones. Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré: le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. L'OMS a chiffré ce besoin fondamental, 100 litres par personne et par jour. Ici, les Bédouins en consomment entre 20 et 30 litres. Une eau qu'ils payent à une compagnie israélienne. Les habitants des colonies voisines en sont à 400 litres de consommation quotidienne par personne, un chiffre qui exclut l'eau destinée aux cultures, une eau presque gratuite. L'accès à l'eau des Bédouins est compliqué par le fait que la région se trouve sous autorité militaire israélienne. C'est elle qui réglemente les forages, les cultures et les pâturages. Avant, nous pouvions profiter de quelques mètres cubes qui sortaient de cette pompe. Et puis l'armée israélienne nous a empêchés de la recueillir. Ils préféraient que l'eau soit jetée plutôt que nous en profitions. Cette terre, Laura la connaît bien. C'est sous ce pseudonyme que cette Européenne s'est engagée aux côtés des Palestiniens qui voient leur terre envahie par les colonies agricoles israéliennes. Depuis 1967, la population palestinienne chute, c'est le peu de le dire, puisqu'en 1967, il y avait encore 320 000 Palestiniens dans la vallée du Jourdain. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 56 000. Les colons, il y en a 6 400. Et ils possèdent 98% de l'eau dans la vallée du Jourdain. Je dis ça puisque, évidemment, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Avec 2% de ressources en eau pour 56 000 Palestiniens, c'est pas viable. Les colons ne comptent pas l'eau puisqu'ils la payent quasiment pas, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas non plus de respect pour cette terre puisque c'est pas la leur. Ils sont pas du tout dans une logique paysanne. Les produits de première catégorie, de bonne qualité, bien calibrés, etc., partent directement en Europe et aux États-Unis sur nos marchés à nous. Les Israéliens, ils sont dans une logique de profit, encore une fois, ils sont là pour contrôler la frontière et pour faire du profit, du business. L'exploitation des ressources de la vallée du Jourdain par les colons israéliens est critiquée, jusque dans des organisations de défense des droits de l'homme israéliennes. Selon la législation internationale, on ne peut utiliser les ressources naturelles, sauf si c'est au profit de la population locale. On peut constater, particulièrement dans la vallée du Jourdain, que les riches ressources en eau de la région ne sont utilisées qu'au profit des colons. Le contrôle de l'eau est également un enjeu important le long du mur qui sépare Israéliens et Palestiniens sur plus de 700 km. S'il ne tient pas compte dans son tracé des décisions internationales, il n'a pas non plus été construit au hasard. Les paysans, quant à eux, ont vu un obstacle surgir entre eux et leurs champs. Le mur a vraiment gâché beaucoup de choses. Les agriculteurs ne peuvent pas cultiver de l'autre côté. Les cultures, on doit s'en occuper tous les jours. Des fois, les Israéliens nous empêchent d'y accéder. Certains ne peuvent y aller du tout. Ceux-là vont tout faire pour envoyer quelqu'un à leur place, pour ne jamais laisser la terre en friche. Abdoulatif Khaled est hydrologiste. Avec les membres de son ONG, il installe ou réhabilite des moyens de pompage pour l'agriculture. Il a suivi de près l'installation du mur et a soutenu les populations locales en vue de continuer à cultiver malgré la barrière. À l'heure actuelle, 70% des terres appartenant aux paysans des environs se trouvent de l'autre côté du mur, ainsi que tous les moyens d'irrigation. Toute la région est entourée de colonies, de grandes colonies. Si nous fermons les yeux, ils prendront les terres.
Les maintenir vertes, conserver les puits, faire en sorte que les fermiers continuent à frapper à la porte du mur, demander des nouvelles autorisations, tout cela signifie qu'il y a de la vie. C'est dire si ces terres courent le risque d'être confisquées par les colonies. Et ce n'est, selon Abdoulatif, qu'une petite partie de la gestion israélienne des ressources destinées aux Palestiniens. En ce qui concerne l'eau, ils peuvent fermer la vanne. Même chose pour l'électricité et les télécommunications. On voit maintenant de nombreuses tours de télécommunications, mais elles sont contrôlées par un interrupteur en Israël. C'est le genre d'État auquel les Israéliens pensent. Ils pensent à cantonner les Palestiniens dans des zones elles-mêmes divisées, afin que chaque zone soit encerclée de murs et de colonies. Et les services qui seraient apportés à ces zones se trouveraient verrouillés par les Israéliens. S'ils veulent vous laisser jouir de ces services, c'est possible, mais si vous n'obéissez pas à leurs ordres, on ferme l'interrupteur. Un autre mur sépare les Israéliens et les Palestiniens. Il encercle la bande de Gaza. 40 km de long, entre 6 et 12 km de large. Une population d'1,5 million de personnes. Ici, chaque coin de rue rappelle l'opération Plomb durci, menée par l'armée israélienne en 2008 et en 2009. Les infrastructures ont également beaucoup souffert, comme cette station d'épuration des eaux. Les eaux usées sont traitées par lagunage. Elles sont pompées de bassin en bassin, mais les réparations apportées à l'installation après la guerre laissent à désirer. Le siège qui est imposé à Gaza par les Israéliens n'autorise pas l'entrée de ciment et de béton, alors que ces matériaux sont nécessaires à la bonne construction de telles infrastructures. Résultat, les eaux usées, pendant leur traitement, percolent dans le sol et contaminent les nappes phréatiques. Après traitement, l'eau est toujours impropre à une utilisation agricole ou tout autre usage, parce qu'elle n'est que partiellement traitée. Cette installation doit être complétée par un traitement biologique afin que l'eau soit utilisable. Les eaux traitées ne peuvent être donc réutilisées, ni pour la consommation humaine, ni même pour l'agriculture. Elles sont donc tout simplement rejetées à la mer. La bande de Gaza rejette 80 millions de litres d'eau usée par jour et la moitié seulement est partiellement traitée. Mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur la qualité de l'eau à Gaza. Il y a une surutilisation de la nappe phréatique côtière depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'ils extraient beaucoup plus d'eau que la quantité d'eau rechargée par la nappe. Il est presque impossible de boire cette eau à moins de la filtrer. 95% de l'eau sont impropres à la consommation parce que l'eau est contaminée par des chlorures, parce qu'elle est trop saline et chargée en nitrates, ce qui est dangereux surtout pour les enfants et les bébés. La guerre de 2008 a également affecté les agriculteurs gazaouis. De nombreux vergers, des champs et presque tous les puits ont été détruits lors de l'offensive. De nombreuses ONG apportent actuellement leur aide pour relancer l'activité agricole. Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble, mais ce qu'on peut savoir déjà, c'est que dans notre projet, financé par la DGCD, le gouvernement belge, 12 puits ont pu être réhabilités et sont complètement opérationnels aujourd'hui. Mais ça donne une idée, 12 sur 300 partiellement complètement détruits. Les programmes de soutien et de relance de l'agriculture sont également l'occasion d'introduire des techniques adaptées aux environnements secs. Ici, c'est l'irrigation au goutte à goutte qui a été privilégiée. Avant, on dépensait beaucoup d'eau. Cette technique de goutte à goutte est mieux, on gaspille moins. À Hébron, le manque d'eau se fait également sentir de manière structurelle. Les paysans qui ont leurs champs en bordure de colonies israéliennes font également face à la sécheresse. Nous n'avons pas d'eau. Quelquefois, nous n'avons même pas d'eau pour boire. Alors vous pensez, les plantes, c'est ça le problème. Nous n'avons pas d'eau.
Les paysans sont réunis en coopérative et soutenus par une ONG. La solution qu'ils ont trouvée ici passe par une sorte de retour à la tradition. Les seules semences que l'on peut planter sans eau, ce sont les semences locales. C'est très important. Les semences signifient de la nourriture pour l'agriculteur. Sans elles, il ne peut même pas planter avec la sécheresse. C'est pourquoi c'est très important. La promotion de semences locales, moins gourmandes en eau, mieux adaptées à la réalité du terrain. Voilà la réponse élaborée par cette ONG. Elle a mis en place une véritable banque de semences. On y procède à la sélection, au traitement et à la conservation de variétés locales, et ce au travers d'une approche scientifique du problème. Nous essayons d'être sûrs que ce sont de bonnes semences, je veux dire de bonne qualité par la taille, la production ou par exemple le taux d'humidité. La chose la plus importante est l'identification pour voir s'il s'agit de semences locales ou de semences provenant de l'extérieur de la Cisjordanie. Les échantillons sont aussi testés dans ce nouveau laboratoire afin de déterminer s'il s'agit d'organismes génétiquement modifiés. Une façon de protéger les semences locales, mais aussi le marché dans son ensemble. Nous voulons répertorier toute la Cisjordanie et identifier les aliments qui sont OGM ou non, pour connaître le pourcentage d'OGM qu'il y a dans notre nourriture. L'eau, c'est la vie, végétale et animale, économique et humaine. Rien d'étonnant que la question de l'eau et de sa juste répartition soit au cœur des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. D'autant que cette précieuse ressource est en voie de raréfaction sous les pressions conjuguées du changement climatique et du développement démographique de la région. Michel Warschawski est un observateur engagé du Moyen-Orient et un pacifiste de gauche. Selon lui, des solutions existent. Le Moyen-Orient est une zone désertique. Cette partie du Moyen-Orient est une zone désertique ou avec très peu d'eau. Mais juste à côté, nous avons la Turquie qui est un immense réservoir d'eau. Et une gestion plus large, plus régionale, qui inclurait entre autres la Turquie, on peut rêver, même l'Iran, permettrait une amélioration extraordinaire de l'utilisation de cette ressource. Mais cela demande une collaboration régionale. Et pour une collaboration régionale, il faut qu'Israël cesse sa politique de colonisation et sa politique de guerre contre la région. Il faut qu'Israël accepte de faire partie du Moyen-Orient et non pas de s'imposer sur le Moyen-Orient. L'eau est au centre de la problématique du Moyen-Orient. Elle sera aussi un enjeu déterminant dans les années à venir. Mais peut-être est-elle également à la source d'une solution pour cette région tourmentée. Si la nécessité pousse les États qui la composent à une coopération forcée, à défaut d'être spontanée et harmonieuse.